Bonjour Éric Pinceau. Bonjour. On dit pinceau ou pinceau? Dans la région, on dit comme vous le dites. Pinceau? Voilà, pinceau. Pinceau, voilà. EN, ça c'est. On dit un. Voilà, ici on dit un. Voilà. Alors je voudrais vous remercier d'avoir répondu favorablement à mon invitation. Oui, c'est avec grand plaisir. Ça n'a pas été facile. Certes, les plannings sont compliqués. Voilà. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Donc, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes le maire de Clapiers. Au départ, vous étiez adjoint, ensuite vous avez fait 2 mandats. En fait, vous êtes dans votre 2e mandat, vous avez été élu pour la première fois en 2014. Voilà. Et vous êtes surtout vice-président à la culture et au patrimoine à la métropole. C'est ça. Un poste très important. Voilà, donc un temps avec les radicaux de gauche au niveau politique. C'est exact, oui. Il y a longtemps. Avec son mentor Patrick Geneste. Il y a très longtemps, effectivement. Et vous avez fini par rejoindre le PS. Oui, il y a déjà quelques bonnes années. Oui. C'est un peu la machine à attirer, là. Ça aimante le PS. Non, la vérité, c'est que j'étais le seul radical de gauche à Clapiers. Et donc, si on veut échanger, travailler, réfléchir, rêver, il fallait être plusieurs. Donc j'ai rejoint les copains de la section socialiste de Clapiers il y a déjà de nombreuses années, effectivement. Parce que c'était surtout pour pouvoir échanger. Je ne pense pas qu'il y ait eu une grande différence politiquement parlant, mais je pense que c'était un temps de partage et d'échange. Aujourd'hui, il n'y a plus de différence entre le Parti républicain, les macronistes, le PS, les radicaux de gauche, tout ça, c'est un peu la même chose. Non, je pense qu'il y a des différences certaines, mais bon, on les perçoit peut-être moins, mais moi je suis convaincu qu'il y a des différences. Je suis convaincu qu'il y a des différences fondamentales. Regardez, par exemple, bon, je fais un petit aparté, mais aujourd'hui, la majorité départementale ratisse très large. Vous l'avez remarqué? Oui, je l'ai remarqué, oui, bien sûr. Mais cela dit, c'est parce qu'il y a aussi l'intérêt général qui est en cause. Mais dans les engagements, il y a quand même des différences fondamentales sur les valeurs, je pense. Bon, continuons. Né à Montpellier, études à Joffre, parents prof d'anglais. Alors, à la base, vous ne vouliez pas être prof d'anglais. Non. Mais vous avez fait des études de prof d'anglais. Puis vous avez été prof d'anglais. C'est ça. C'est le mimétisme familial. C'est le mimétisme familial. J'ai fait quelques années loin de l'anglais quand même au début de ma carrière. Et puis j'y suis revenu avec plaisir. Et effectivement, c'est la marque familiale. Puisqu'à un moment donné, nous étions 4 profs d'anglais. Père et mère, sœurs et frères. D'accord. Donc je continue. Donc vous avez été chef d'établissement scolaire à Clémence-Royer, hein, dans l'écusson de Montpellier presque. Né en 65, 56 ans, mère anglaise, épouse espagnole, donc européen, 3 enfants. Donc à Clapiers, bon, c'est un village périphérique, voilà, qui a été très connu pour sa MJC, dont votre père était l'animateur. C'est ça. Donc là, et puis il y a aussi la fête de la tomate. Hein. Oui, je pense que Clapiers, vous dites périphérique, mais il y a toujours eu de l'activité. C'est pas un village dortoir, Clapiers, mais c'est un village où le tissu associatif a toujours été, de l'époque de mon père jusqu'à aujourd'hui, extrêmement riche. Et donc on trouve autre chose à Clapiers qu'un village dortoir. Souvent les villages périphériques, j'aime pas trop le terme périphérique parce que ça sous-entend qu'on n'y vient que dormir. Je pense qu'à Clapiers, on y vit bien ensemble. En tout cas, c'est une valeur que moi je cherche à défendre depuis que je suis engagé. C'est ce qui me, d'ailleurs, un des moteurs de mon engagement, se vivre ensemble, et qu'on puisse à Clapiers trouver une vraie vie sociale et culturelle. Donc des passions, le saxo, l'accordéon, la musique en général, le jazz classique, salsa. Un lien particulier avec Armstrong, l'a rencontré dans une cave de l'Esplanade. C'était dans quelle cave qu'on jouait du jazz dans les années... C'était la cave du Jazz Club de Montpellier. Je sais pas, elle était sur l'Esplanade. Exactement, je ne saurais pas vous dire. D'ailleurs, c'est une lacune dans mes connaissances, mais c'est effectivement là que tout a démarré pour mon père et donc indirectement pour moi et ma famille, effectivement. Ce lien avec l'Angleterre et les pays anglophones. Aime les voyages, la BD. Donc passionné par les USA, devait partir aux USA 3 ans avant les élections, avait un contrat presque. C'est ça. Et en 2014 donc, et puis finalement vous êtes resté, et puis vous avez arrêté le professorat pour vous lancer à fond dans la politique.
Non, non, Vous avez arrêté à Clémence Royer. j'ai quitté l'enseignement pour me faire une carrière de chef d'établissement en 2007, Oui. parce que j'ai passé le concours. Et j'ai travaillé jusqu'à l'été dernier, j'étais principal du collège Clémence Royer jusqu'à l'été dernier, puis j'ai fait le choix difficile, mais le choix contraint, de mettre de côté un temps, hein, puisque je suis en détachement, comme on dit dans la fonction publique. Donc je ne suis pas ni à la retraite ni en démission, je suis éloigné un temps de mes fonctions de chef d'établissement, parce que c'était trop, hein, si vous voulez. On ne peut pas se donner partout. Pendant 6 ans, j'ai été à la fois maire et principal de collège, avec un certain succès sur les deux tableaux, je peux me permettre de le dire. Et là, ça faisait trop. À partir du moment où le président de la métropole m'a demandé d'assurer la belle vice-présidence à la culture, il fallait que je me dégage du temps, donc je me suis mis en retrait professionnel. D'accord. Qualité, donc vous êtes sur la transmission, passionné, vous aimez faire bouger les choses. Défaut, trop sensible, stressé, vous souffrez. Vous êtes dans la souffrance. Ça peut m'arriver. Qu'est-ce qui vous fait souffrir? Non, l'injustice. L'injustice. Alors, mais là, vous avez été content. Ah non, mais là, je suis très content. Vous êtes sur un petit nuage en ce moment? Je dirais pas ça, parce que le secteur dont j'ai l'honneur de m'occuper est en souffrance absolue. La culture est dans sa souffrance absolue du fait des conditions sanitaires, de la fermeture des lieux, les artistes, les intermittents, toutes les personnes qu'on aime côtoyer, qu'on aime aider, qu'on aime voir, sont dans une période de leur vie assez difficile. Voilà. On en reviendra, on va y revenir, d'accord. Bon, alors, nous, on va partir donc sur le numéro 932 de La Glorieuse. C'est le prochain numéro, celui qui est dans la boîte, là. Celui qui est en train d'être imprimé, comme on dit. Donc, on revient sur la ZFE, gros dossier, et, avec un titre, La métropole sous cloche. Allez, les 7 mercenaires à l'assaut de la Green Valley, qui va gagner? Vous voyez ce que je veux dire? Les 7 mercenaires? Non. Bon. Explicité. La sécession au nord-est de Montpellier, menée par le citoyen Jaoul. Ah non, oui, excusez-moi, je n'avais pas compris. Non, je pense pas que c'est ça. Je pense qu'effectivement, il y a eu peut-être des maladresses qui ont généré ce groupe de collègues, mais je ne pense pas qu'ils soient rentrés dans une forme d'opposition, de scission. Je pense qu'ils sont dans une volonté de faire entendre leur voix et leurs différences. Et vous savez, dans les villages, on a des traditions qui sont différentes de celles de la ville. Moi, par exemple, à Clapier, qui est plus proche effectivement de Montpellier que certaines autres communes, nous avons aussi quelques traditions autour notamment, nous avons quelques chasseurs. Oui, et par exemple, est-ce que vous êtes opposé à la pêche au vif à Clapier? Bon, il n'y en a pas à Clapier, hein, mais dans le Lez, il n'y en a pas? Enfin, en tout cas, pas sur le territoire de Clapier, peut-être. Mais non, moi, je pense que les traditions ont leur place dans nos villages. Donc, effectivement, il faut trouver des équilibres. D'accord. C'est une question d'équilibre. Et là, peut-être que les collègues ont senti qu'il y avait quelques déséquilibres qui s'installaient. Il est évident qu'on ne peut pas traiter les questions de chasse sur le territoire de la ville de Montpellier comme on les traite sur les communes périphériques, comme vous dites. Donc c'est des questions d'équilibre, mais bon, moi j'ai des relations amicales avec tous les collègues en question, et je ne pense pas qu'ils soient dans une scission avec la majorité du président de la fosse. Donc on revient ensuite sur Arnaud Julien, là, qui est en rupture avec le macronisme et qui met les Républicains en marche. Curieux, mais en fait c'est drôle, non? Oui, alors ça j'avoue, j'ai pas trop suivi. Et ensuite Alain Cadoulin qui dit le maire se réfugie en permanence derrière les valeurs, c'est insupportable. Et Georges Roch qui nous décrit une relance régionale durable. Voilà, donc, Éric Pinceau, voilà, on va commencer dans le dur, 3 parties dans l'entretien, l'actu, la politique et la troisième chose, la culture un petit peu peut-être. Très bien. Ça vous va? Ça me va très donc l'actu culturelle. On va rentrer donc avec... donc vous êtes élu depuis longtemps. Comment expliquez-vous le camouflet de l'action du MOCO avec 15 voix sûres pour les élections? Finalement, vous faites que 12 alors qu'il fallait 13 pour remporter le vote. Qu'est-ce qui a manqué? Je ne sais pas qu'est-ce qui a manqué. Mais s'il a manqué quelque chose. Oui, il a manqué peut-être quelque chose. Oui, il a peut-être manqué quelque chose. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les financeurs du MOCO, que sont l'État, la ville de Montpellier et la métropole
de Montpellier ont souhaité soutenir un candidat. Bon. Donc ça, il fallait les 2 tiers, dans les statuts du MOCO, il faut 2 tiers des voix pour proposer au président un candidat. 2 tiers de 19, c'est 12,54 exactement. Nous avons eu, il y a eu 12 voix, donc effectivement j'ai souhaité consulter un juriste avant de prononcer le résultat, mais le juriste a dit qu'on pouvait y aller. Hein. Bon, ah oui, à 54 vous êtes mis dans la poche. Voilà. Bon, disons qu'il y avait quand même il y avait 12 voix sur 19, c'est-à-dire pratiquement, effectivement, il a manqué un petit quelque chose. Et il vous a dit quoi le juriste? Il vous a dit qu'à 12, alors que 12,54 c'était quand même la majorité? Bah, c'est quand même la majorité. Alors, oui, c'est la majorité, mais c'est pas 50%. C'était pas les 2 tiers. Les 2 tiers, oui. Absolument, strictement par là. Mais il nous a dit qu'on pouvait valider le vote. Donc moi, j'ai suivi l'avis du juriste. Et dans l'après-midi, j'ai déclaré le lauréat. Voilà, parce qu'il fallait avancer, il fallait sortir de cette situation. Et parce que quand même, les 3 financeurs, nous avons échangé, et étaient d'accord pour soutenir la candidature de Numéan-Bursin. Les 3 financeurs, c'est qui? État, ville et métropole. D'accord. Voilà. Est-ce que vous comprenez qu'il y a quand même eu quelques interrogations? Je peux comprendre qu'il y a eu des interrogations, mais je ne peux pas comprendre le dénigrement qu'il y a eu sur la candidature de M. Ambursin, si vous voulez. Ça, il y a eu un dénigrement? Ah oui, il y a eu un dénigrement qui nous a tous choqués. On peut ne pas être d'accord avec le projet qui proposait. Je veux dire quand même que dans cette affaire, moi j'ai joué la transparence. Oui, on ne sait pas quel projet il propose. Mais si, justement. Tous les membres du conseil d'administration ont été destinataires des projets finalistes. De tous les projets d'ailleurs, des finalistes et des candidats en général. Et donc les projets ont été transmis à l'ensemble des membres du conseil d'administration. Ce à quoi ils n'ont pas assisté, les membres du conseil d'administration, c'est au jury. Puisqu'il y avait un jury qui était incontestable, où il y avait 3 personnalités de l'État, donc des personnalités qui sont aux ordres de quiconque, bien entendu, et 3 personnalités des collectivités. Donc à partir du moment où le jury avait fait un choix, ce choix devait être entériné par les membres du conseil d'administration, qui ont été destinataires des projets, mais qui n'ont pas participé aux prestations orales. Donc, les projets, ils ont eu vocation à se développer lors des entretiens. Et donc 2 candidats sont sortis premiers ex aequo. J'ai fait voter de manière absolument anonyme donc le jury, et 2 candidats sont sortis premiers. Et ensuite, ils ont été départagés par le conseil d'administration. Si je peux me permettre quand même, bon, vous avez voté, voilà, votre conseil vous a dit oui, l'élection est valide alors qu'elle n'avait pas été tout à fait valide. Deuxième chose, M. Ambursin est un ami très proche du maire. Donc, je veux bien que vous ayez soutenu sa candidature. Oui. C'est un professionnel de la culture, M. Ambursin, oui, sans aucun doute. Mais il n'en demeure pas moins des interrogations. Oui, je le comprends, mais est-ce que son amitié, qui est liée à son exercice de l'activité culturelle reconnue à Montpellier pendant plusieurs années, doit être un critère d'élimination Je ne pense pas. Je pense qu'il a prouvé qu'il avait toutes les qualités pour faire rayonner. Et je vous donne rendez-vous dans 3 ans, où on fera, puisque le mandat de directeur du MOCO c'est 3 ans. D'accord. Donc dans 3 ans, vous me réinviterez si vous voulez bien, et on fera le bilan de son travail. Bah, avec plaisir. Moi, je suis persuadé qu'il a effectivement, il y a eu beaucoup de polémiques et beaucoup de dénigrements. C'est à se demander presque pourquoi, hein, sincèrement. Enfin, moi, il y a des questions quand même. Non, mais quand c'est hyper transparent, il n'y a pas de questions. Mais ça a été transparent. Ah bah... Le vote questionne, je vous l'accorde, effectivement, nous avons eu une déception le jour du vote, mais sur la procédure, la transparence a été totale. Il y a eu un jury qui est une émanation du conseil d'administration, les projets ont été envoyés à tout le monde, et effectivement, il y a eu ça. Alors, les liens que Numéan-Bursin a travaillé, vous le connaissez sans doute, il a travaillé, bien sûr, je connais très bien. Il a travaillé de nombreuses années sur le territoire, il a fait ses preuves, il est parti dans le contexte que vous connaissez, que moi je ne connais pas bien d'ailleurs. Mais il est parti de Montpellier à un moment donné, il revient, et je suis persuadé qu'il y revient. Alors, ses amitiés sont connues, très bien. Est-ce que c'est un handicap? Je pense que c'est un atout, et on va le soutenir pour qu'il réussisse. Mais quant à dire ce que j'ai pu entendre, l'école est menacée, le triptyque Panacée, hôtel des collections, école est menacé, pas du tout. Moi, je trouve que ce projet, il est riche, il est intéressant, et je me suis engagé j'ai rencontré l'ensemble des partenaires et des
personnel et je leur ai promis qu'on poursuivrait cette belle aventure. Moi, je n'ai jamais, d'ailleurs, si vous l'avez remarqué, je n'ai jamais dénigré le travail de M. Bourriaud. Je n'ai jamais abondé dans la polémique qu'il y a pu y avoir. Je suis resté en retrait parce que je pense qu'il faut un peu de sérénité. Il est normal que le contrat de M. Bourriaud ait été remis en cause, c'est la règle, comme celui de M. Amburcel le sera dans 3 ans. Ok. Et ensuite, il y aura une procédure dans 3 ans, ou de renouvellement, ou de nouvelles candidatures. Est-ce qu'en arrêtant de travailler, M. Pinceau, là, vous êtes devenu un professionnel de la politique? Non, 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 non. Un petit peu quand même. Ben, professionnel, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Non, moi j'ai un métier que j'ai exercé avec beaucoup de passion, comme j'exerce mon investissement. Je pense que mes élèves, s'il y en a qui m'écoutent aujourd'hui, seront ravis de m'entendre dire que j'ai adoré être principal du collège Quilvance-Royer, de monter un certain nombre de projets, d'amener mes élèves en voyage, de faire rayonner le collège. Et j'ai un métier, et si demain, pour une raison X ou Y, je venais à arrêter mon engagement, mais j'ai la chance de pouvoir retourner vers des fonctions qui m'attendent, puisque je suis sur un statut de fonctionnaire, donc je peux retourner à mon métier. Et dans 5 ans, si je décide de poursuivre mon engagement, je poursuivrai. Si je décide d'arrêter, je retournerai travailler. Donc moi, je ne suis pas... voilà, ma survie ne dépend pas de mon investissement politique. Donc je ne sais pas si je me considère pas comme un professionnel. Non. Donc à Clapier, là, venons un petit peu à Clapier, là, vos détracteurs disent que vous n'êtes pas assez écolo-compatible. Vous l'êtes à la métropole et vous l'êtes pas à la ville, je pense au village. Mes détracteurs, on en a tous, mes détracteurs se trompent. Je pense que nous avons une équipe municipale à Clapier assez comparable à l'équipe municipale à Montpellier, c'est-à-dire une équipe qui réunit des gens de plusieurs horizons. Nous avons, et notre programme est très écolo-compatible. Très écolo-compatible. Et j'ai plusieurs adjoints de la tendance écolo. Et moi, je me considère écologiste moi-même, mais écologiste mesuré. D'accord. Votre canton est bien doté en vice-président socialiste, alors que celui de Latte n'en a pas, et celui de Saint-Jean-de-Védas, donc deuxième commune de la métropole, non plus. Vous estimez... Comment estimer cet avantage du nord de Montpellier Bon, je ne sais pas si effectivement mon collègue et ami François Riot, le nouveau maire de Saint-Jean-de-Védas, vient d'être élu. Il est à la tête d'une grande commune. Je pense qu'il est jeune, donc il a l'avenir devant lui. Et il aura l'opportunité, je pense, d'obtenir une vice-présidence à l'avenir. Je ne sais pas, c'est pas moi je n'ai pas participé au choix du président de la Fosse dans la vice-présidence. En tout cas, pour ce qui concerne le Nord, eh bien, Renaud Calva et moi-même sommes des fidèles de Michael Delafosse et nous l'avons toujours soutenu au fil des années. Donc, est-ce que c'est le fruit de notre soutien? Est-ce que c'est plutôt, à mon avis, le fruit d'un travail, d'une implantation et d'une réussite? Je le crois plus. Enfin, j'ai l'immodestie de croire que oui. Donc effectivement, après, moi je n'ai pas regardé est-ce que le Nord était plus gâté que le Sud. Je pense qu'il y a une belle équipe à la métropole qui est équilibrée, qui rassemble toutes les tendances d'ailleurs, et qui est un bel exécutif au service du territoire. Moi je le vois plutôt comme ça. C'est quoi votre réussite? Ma réussite? Oui, la chose dont vous êtes le plus fier, au niveau politique. Hein. Ah, politique. Je crois que vous alliez me demander personnel. Au niveau politique, eh bien, c'est d'avoir continué, malgré les contextes difficiles, avoir continué à promouvoir le vivre ensemble à Clapier et à avoir pu, dans le mandat 2014-2020, construire un certain nombre d'équipements structurants que je n'aurais pas imaginé pouvoir faire. Grâce au concours d'ailleurs des collectivités partenaires et amis, on a réussi à construire et bâtir un certain nombre d'équipements structurants pour Clapier. Ça, c'est ma plus belle réussite, et d'avoir eu la reconnaissance de mes concitoyens en 2020. C'est la deuxième chose qui m'a beaucoup touché. Donc je disais dans votre présentation que vous étiez passionné de jazz. Votre papa vous a un peu initié au jazz, un grand spécialiste, on peut dire ça comme ça. Oui. Donc est-ce que vous avez apprécié de Fabrice Manuel, fondateur d'un festival de jazz? Alors Fabrice Manuel, vous le connaissez bien? Je ne le connaissais pas, enfin je le connaissais comme tout le monde avant de prendre mes fonctions. Maintenant j'ai la chance de travailler avec lui au quotidien, et
c'est un personnage remarquablement investi dans son travail et qui a une parfaite connaissance très fine du secteur. Donc je prends plaisir, et il se trouve que c'est un passionné de jazz aussi, vous avez raison de le souligner, donc c'est un point, mais je n'ai jamais eu le plaisir de partager pour l'instant, la période ne s'y prête pas, un moment convivial avec lui, mais je ne doute pas que nous aurons l'occasion d'assister à un beau concert ensemble. Ce murmure qui va partir de la métropole. Oui, ben, comme vous le savez, le nouveau directeur général des services est en train de préparer un nouvel organigramme, donc il y a des incertitudes. Une restructuration, il y a quand même des choses qui n'étaient pas vraiment acceptables, une direction générale qui était 100% masculine, vous avez dû le voir, donc la parité à minima paraissait indispensable. Donc il y a une réorganisation en cours dont les détails seront connus prochainement, et je ne suis pas dans le secret des dieux, donc je n'ai pas eu connaissance de l'organigramme. Il se murmure beaucoup de choses, nous verrons la semaine prochaine, je crois que c'est le 26 ou le 28 que M. Nice va dévoiler son nouvel organigramme qui permettra de voir comment seront organisés les services de la ville et de la métropole pour les 5 années qui restent de ce mandat. D'accord. Alors, vous entreteniez au début du mandat de Philippe Sorel de très bons rapports avec lui. Oui. Ensuite, comme un bon nombre de maires, les rapports se sont dégradés. Hélas. Comment analysez-vous cette dégradation ? Difficile à expliquer. Donc moi, j'ai été élu en 2014, en même temps que Philippe Sorel. Moi, je suis resté fidèle à la maison socialiste. Lui est parti en dissidence, vous le savez, mais nous avions des rapports constructifs. Je n'étais pas dans l'exécutif de la métropole, je n'étais pas vice-président, mais nous avions des rapports chaleureux et il semblait promis un bel avenir sur le territoire. Et puis petit à petit, je ne sais pas, il a sombré dans une espèce d'isolation, il s'est isolé de ses propres amis, et petit à petit, il a été pris dur, et donc il a voulu imposer un certain nombre de choses, et on ne peut pas imposer à des élus engagés dans leur commune de partager l'intégralité des choix du président. Donc petit à petit, les choses se sont dégradées malheureusement, et on le regrette. Et avec vous avez une anecdote sur le début de la rupture ? Ah non, moi j'ai pas de contentieux personnel avec M. Sorel. C'est-à-dire qu'au fil des mois, j'en suis venu en 2019 à ne pas voter le budget de la métropole, si vous voulez, parce que j'étais en désaccord avec les engagements qui avaient été pris, notamment en matière de mobilité. On nous avait promis la ligne 5 du tramway. Oui. Pendant 5 ans, on a répété aux gens de Clapier, vous aurez le tramway, je l'ai promis à votre maire, pour finalement découvrir qu'il ne viendrait pas à Clapier. Donc à partir de là, moi je me suis fâché, parce que la parole donnée, pour moi, c'est essentiel. Quand on dit aux gens en public, vous aurez le tramway, on doit avoir le tramway. D'ailleurs, je remercie le nouveau président d'avoir relancé ce chantier prioritaire. Les mobilités, vous savez, le Nord, on est congestionné en circulation, et ça, justement, pour un écolo, c'est pas acceptable. Donc le tramway est une solution qui a été proposée. Moi, j'avais dit à mes enfants, lorsque Georges Frêche a été venu inaugurer la médiathèque de Clapier en 2010, je pense, ou 2009, je ne me rappelle plus l'année exacte, mais il est venu, il avait indiqué, comme il savait si bien le faire, par des gestuels marqués, l'arrivée du tramway. Et moi, j'avais dit à mes enfants, vous irez au lycée, les enfants, vous irez au lycée en tramway. Ma fille aînée va avoir 22 ans, ma fille cadette va avoir 20 ans, et mon fils vient d'avoir 17 ans, ils n'ont jamais vu le tramway à Clapier. Or, ils sont ou en université ou en fin de lycée. Donc, si vous voulez, les promesses non tenues, ça c'est la pire des choses. En politique, il faut savoir tenir ses engagements. Qu'est-ce qui a changé au niveau de la gouvernance ? Ah ben, la gouvernance, là, est partagée. L'ensemble des maires, chaque commune est entendue, et d'ailleurs, chacun des maires, dans le pacte de gouvernance qu'a voulu Michael Delafosse et que Renaud Calvat met en œuvre avec Michel Cassard, chaque maire est membre du bureau. Donc ça, c'est une différence colossale. L'exécutif intègre les vice-présidents et l'ensemble des maires. Ça, c'est une grande nouveauté. Parce qu'avant, l'exécutif, il intégrait quoi ? Avant, il n'y avait que les vice-présidents. D'accord. Voilà. Et il y avait une conférence des maires, mais au fil des mois, malheureusement, cette conférence des maires, eh bien, elle ne servait plus à grand-chose. C'est délité. Elle s'est délitée. Là, nous sommes sur une nouvelle dynamique. Donc, effectivement, les maires sont membres de l'exécutif et les maires sont entendus. Et d'ailleurs, ça se voit lors des conseils de métropole. C'est très apaisé, chacun peut s'exprimer, chacun peut exprimer sa sensibilité.
et on avance. Parce que c'est vrai que d'un côté on voit ça, on a l'impression que c'est un peu plus collégial un petit peu, on peut dire ça comme ça. Et de l'autre côté, si vous voulez, on a l'impression que la gouvernance, c'est un petit peu les copains du MJS qui dirigent la métropole. Il y a Calva, Assaf, Delafosse, ils font entrer leurs amis d'école comme Ambursin et tout. C'est-à-dire qu'il y a cette double vision. Est-ce que vous pouvez m'éclairer là-dessus ? Alors vous éclairez, moi je ne suis pas dans le secret des dieux. Ce que je peux vous dire, c'est que sur le plan du fonctionnement, c'est très apaisé et chacun peut s'exprimer, exprimer ses sensibilités et ses désaccords. C'est pour ça que les collègues qui ont choisi de faire un groupe pour faire entendre leurs différences, je ne pense pas du tout qu'ils soient rentrés dans une opposition. Je les connais tous personnellement, sont tous des maires très investis sur leur territoire et qui méritent d'être écoutés et entendus. Ensuite, bon, qu'un maire soit entouré d'amis, ça ne me choque pas non plus. Moi, je n'ai pas tous les détails en tête, mais effectivement, non, mais je pense qu'il vaut mieux être... Pas de langue de bois, la glorieuse. Non, il n'y a pas de langue de bois. Je n'ai pas tous les détails parce que je ne connais pas tout le monde en particulièrement, mais effectivement, le maire a souhaité... Vous les connaissez mieux que moi, sûrement. Oui, sans doute. Vous êtes de leur parti. Oui, non, mais vous êtes dans votre activité depuis longtemps, donc vous connaissez autant de monde que moi, voire plus, à mon avis. Mais parce que moi, je reste avant tout un clapier-roi, hein. Bon, même si je suis né à Montpellier, donc effectivement, je ne me mêle pas non plus de ce qui se passe trop dans la ville de Montpellier. Hein. Mais oui, moi je pense que la gouvernance est très apaisée et vous pourrez inviter plusieurs collègues qui étaient dans l'opposition et qui vous le confirmeront, je suis persuadé. Vous me donnerez des noms, hein, parce qu'en ce moment, je rame pour inviter des gens. C'est vrai. Oui. Ah oui. Non, mais bon, ils ne veulent pas venir à la glorieuse. C'est la période qui est difficile. Mais voyez, moi je suis venu. On a eu un peu de mal à caler la date, je m'en excuse, mais je suis venu et je vous parle sans langue de bois. Après, voilà, donc passons à la culture. Et alors justement, la transition, c'est vous qui l'avez faite, la glorieuse. En votre qualité de vice-président en charge de la culture, est-ce qu'on peut dire que la glorieuse fait partie de la culture montpelliéraine ? Je pense que oui, bien entendu. Vous êtes dans le paysage depuis longtemps, vous mettez du poil à gratter quand il faut en mettre parfois, et c'est votre rôle, donc il n'y a pas de problème. C'est pour ça que moi je suis venu sans aucun problème vous rencontrer. Après, chacun pense ce qu'il veut, mais je pense que vous faites partie, bien entendu, de notre paysage local. Alors, Nicolas Bourriaud, est-ce que vous considérez qu'il n'était pas à la hauteur ? Alors, pas du tout. Vous m'avez dit que vous n'avez rien dit de mal sur lui. Si vous regardez les 6 derniers mois, je me suis d'ailleurs très peu exprimé dans les médias et dans la presse. Et je n'ai jamais dit un mot de travers sur Nicolas Bourriaud, parce que d'abord je respecte l'homme et l'individu, il a construit un projet à Montpellier. Aujourd'hui, ce projet n'a pas été reconduit à l'unanimité du jury, je tiens à le dire d'ailleurs, hein, il n'y a pas eu lorsqu'il s'est présenté, puisqu'il était qualifié son projet avait été pré-retenu par le jury, il n'a pas été qualifié pour le deuxième tour, à l'unanimité du jury lorsque j'ai fait voter. Donc aujourd'hui, on tourne la page de Nicolas Bourriaud, que j'ai d'ailleurs prolongé, j'ai souhaité prolonger pour qu'il puisse assurer la phase d'intérim avant l'arrivée de M. Ambursin. Son contrat terminé le 31 mars et j'ai souhaité lui proposer 3 mois de plus pour finir l'année tranquillement et préparer sereinement son départ. Et je n'ai aucun grief sur M. Bourriaud. M. Bourriaud est un homme respectable, irrespecté. Alors, est-ce que c'est pas une histoire d'argent parce que bon, Montpellier Danse, Montanari, là, directeur, il dit, moi j'ai de la métropole 1,5 million. Bon, c'est pas beaucoup d'argent, 1,5 million. Tout est relatif. Mais quand vous voyez que Bourriaud, le budget c'était 6 millions d'euros, c'est quand même beaucoup plus. Je pense que, moi vous savez, je suis un peu fâché parfois avec les chiffres, je vous l'ai dit en arrivant, mais je pense que M. Montanari a un peu plus qu'1,5 million, hein, mais j'ai pas les chiffres. J'ai trouvé ça comme chiffre. Je pense qu'il a un peu plus que ça, et le Monco, effectivement, c'est un beau projet, c'est 3 millions d'euros pour la métropole, 3 millions d'euros pour la ville, et bon, quelques centaines de milliers d'euros d'autres financements, donc ça fait un budget de 7 millions et quelques, effectivement. Ouais, alors, lorsqu'on réfléchit, vous avez Montanari d'un côté, on a fait un petit papier la semaine dernière, Montanari il est là depuis presque 40 ans, il grenouille, voilà, il n'y a pas trop de respiration au niveau de Montpellier Danse, c'est un peu figé. Et d'un autre côté, il y a un nouveau qui arrive, qui est là depuis 3 ans. Alors c'est vrai que un peu budgétivore apparemment, mais il faut pas. D'un côté, on laisse s'installer Montanari, et d'un autre côté, Bourriaud, au bout de 3 ans, la porte.
Oui, alors, bon, alors, ça vous me questionnez. Bon, je pense que Jean-Paul Montanari a fait ses preuves et effectivement, il est là depuis longtemps. Il fait rayonner Montpellier par la danse. Vous y apportez des critiques et des nuances. Bon, ça, c'est votre droit. Moi, aujourd'hui, sur le MOCO, c'est un projet qui a été porté par l'équipe de Philippe Sorel. Nous n'avons pas souhaité l'interrompre. Par contre, nous avons demandé à l'actuel et au futur directeur de réduire un peu la voilure en termes de dépenses. On va tomber à combien alors? Alors l'objectif c'est de réduire un petit peu. On n'a pas chiffré, on n'a pas donné un canevas précis, mais on a déjà un petit peu réduit l'investissement. Et effectivement, ce qu'on souhaite, c'est qu'il n'y ait plus de frais exagérés en matière de communication, de grands panneaux, etc. Ce qu'on veut, c'est de l'action et de l'action culturelle. Donc effectivement, il y a des pistes pour faire des économies, peut-être développer du mécénat, mais tout ça, il faudra interroger M. Amburcel lorsqu'il prendra ses fonctions. Il vous apportera des réponses. Mais effectivement, je pense que le chiffre que vous m'avez cité sur M. Montagne pour la danse, c'est pas exact, hein, par contre. Bon. Mais je n'ai pas les chiffres tout à fait en tête, je dois reconnaître. Alors, la culture, c'est une grosse délégation. C'est 10% du budget. Absolument. Mais 10% de combien? Ça représente combien en termes d'investissement? Vous savez pas? Vous me posez une colle. Je demande un peu d'indulgence sur les chiffres. Effectivement, la métropole. Ça représente combien? 100 millions d'euros? 100 millions d'euros? Non, ça. Non, je crois que le budget de la métropole, c'est 1 milliard. Je peux pas vous dire. C'est 10, et quelques % du budget de la métropole, en effet. Donc ça fait une centaine de millions. J'ai pas les chiffres complètement en tête. D'accord. Bon, on a un secteur culturel qui est extrêmement lourd. Extrêmement vaste, qui est une priorité territoriale que vous connaissez, et qui date de l'époque de Georges Frêche, et que Michael Delafosse souhaite, à laquelle il souhaite donner un souffle nouveau, et je partage cette ambition. Donc donner ce souffle nouveau, ça ne veut pas dire dépenser plus d'argent, mais ça veut dire dépenser autrement. Dépenser mieux. Dépenser mieux, dépenser autrement, se pencher vers des secteurs culturels qui sont peut-être moins exposés qui n'auraient dû l'être. Je pense aux musiques actuelles, je pense aux arts de la rue, je pense au cirque. Donc il y a des projets importants de restructuration de certains équipements, comme le domaine d'eau, il y a vraiment un souffle nouveau qui va naître. Donc tout ça, il faudra qu'on en reparle dans un an ou deux lorsque les choses se seront mises en place. Là, nous sommes dans la réorganisation de tous ces équipements. Et effectivement, c'est un gros budget, mais c'est un gros budget dont nous allons effectivement insuffler de nouvelles directives. Bon, je vous avais demandé combien d'événements une année normale dans la métropole, médiathèque, domaine d'eau, festival. Bon, il va y avoir l'inauguration du nouveau conservatoire. Alors, je me rends tout à l'heure au nouveau conservatoire, effectivement, qui va être inauguré en septembre, qui est à mettre au crédit de l'équipe de Philippe Sorel et de Bernard Travier, qui était mon prédécesseur sur ces fonctions. Effectivement, ça c'est un magnifique équipement qui va arroser le territoire en matière de formation musicale pour les 25 prochaines années. L'avez-vous visité? Oui, non, je n'ai pas été invité. Bon, il y aura une visite, je vous inviterai à une visite, ainsi que le reste de la presse. Les travaux se terminent et ça va être un très bel équipement. Il y a combien d'événements culturels dans la métropole? Je ne peux pas vous donner des chiffres. Je vais vous dire pourquoi je ne peux pas vous donner des chiffres. 500 1000? Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas parce que j'ai pris mes fonctions au mois d'août l'année dernière et depuis, en dehors du Cinémed qui a pu se dérouler avec une jauge réduite mais qui a pu se dérouler, l'ensemble des autres événements ont été annulés. Donc je n'ai pas encore le recul pour vous dire combien il y a d'événements, mais effectivement, l'ensemble des structures proposent, oui, il doit y avoir... Il y a beaucoup d'événements, plusieurs centaines, c'est certain. Il se murmure sur le Clapas que la culture n'est pas une priorité du nouveau maire-président. C'est faux. Je peux vous affirmer que c'est une priorité. Le maire-président est très attaché, il a été adjoint à la culture. Il n'y a pas eu beaucoup de signes. Mais les choses sont en train de s'organiser. Vous verrez, moi je peux vous affirmer que c'est une priorité absolue. Et je m'honore d'avoir cette responsabilité auprès de lui, et ainsi que Madame Robin pour la ville, que vous connaissez sans doute. Et je peux vous assurer que si, c'est une priorité, bien sûr, c'est une priorité, ça reste une priorité. Et je vous assure que nous avons vraiment envie de porter ce souffle nouveau pour mettre en œuvre de nouvelles actions. Et non, c'est une priorité, c'est certain. Expliquez-moi pourquoi l'art contemporain, c'est important à Montpellier.
Alors, l'art contemporain, je pense que ça reste quelque chose de relativement confidentiel. Hein. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous souhaitons que le MOCO puisse proposer autre chose, un nouveau modèle, parce que si on regarde la fréquentation, c'est un des griefs qui a pu être fait à M. Bourriaud, si on regarde la fréquentation du musée, enfin de l'hôtel des collections rue de la République, la fréquentation reste relativement faible. Alors certes, il y a eu la période des Gilets jaunes, il y a eu les grèves, mais je pense que l'art contemporain reste relativement confidentiel. Élitiste aussi, très élitiste. Et peut-être élitiste. Donc il y a des... Oui, non, mais c'est sûr, oui, non, mais je vous rejoins. Il faut le rendre moins confidentiel, il y a des partenariats à monter. J'ai visité le FRAC la semaine dernière, sur lequel des partenariats sont possibles et indispensables. Il faut que les planètes soient alignées, et elles le seront, pour que nous puissions proposer plus de démocratisation, plus d'ouverture vers le grand public. Moi, je pense que le conflit auquel vous avez fait allusion tout à l'heure du MOCO, il est lui-même un peu confidentiel. Il n'a touché que le microcosme qui s'est un peu auto-enflammé. Mais je pense que le Montpellierais, avide de culture, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, lui, c'est qu'on propose des belles choses et on en proposera. On a la chance quand même d'avoir le musée Fabre, qui est un musée d'envergure nationale, et le MOCO, qui va vivre une nouvelle époque de sa jeune vie et que je suis persuadé, elle sera resplendissante. Et je vous donne rendez-vous dans 3 ans pour en faire le bilan. Donc le monde de la culture est inquiet, ça ne vous a pas échappé. Inquiet sur le pied de guerre. Oui, le centre chorégraphique est occupé, le centre dramatique, la Vignette, la salle Victoire. Que pensez-vous de toutes ces occupations ? Je les comprends. Et d'ailleurs, je suis allé partager avec les occupants à plusieurs reprises. Je suis allé échanger avec eux. Les préoccupations sont multiples. La crise sanitaire est bien entendu le déclencheur de ce mal-être. Mais il y a aussi toutes ces incertitudes sur leur statut, sur leurs droits sociaux, sur leur capacité à pouvoir rejouer. On sait très bien que cette crise va laisser des traces et beaucoup craignent de ne pas pouvoir s'en relever. Donc nous sommes à leur côté, les collectivités, dans la mesure de nos moyens et de nos engagements. La ville et la métropole de Montpellier ont proposé des aides conséquentes pour les artistes. On doit faire encore plus, on doit faire encore mieux. Et je suis même allé nous sommes allés au centre chorégraphique avec Michael Delafosse, écouter, rencontrer les artistes. Nous comprenons leurs préoccupations. Oui, le monde de la culture, mais le monde en général. Vous faites quoi ? Eh bien, on a proposé un certain nombre d'actions, notamment des résidences. On a proposé des résidences dans les lieux qui sont fermés. On a proposé des résidences pour accueillir les artistes et donc les faire tourner. Au Domaine d'eau, il y a aussi des résidences. À la salle Victoire, il y a des groupes qui répètent et qui sont financés et aidés. On a fait à la hauteur de ce qu'on pouvait, de ce qu'on peut, de nos moyens. On a essayé d'aider en proposant donc j'ai assisté à des sorties de résidence où les artistes ont pu répéter, mettre en place de nouveaux spectacles. Ce qu'il est urgent maintenant d'imaginer, et j'espère que ça va se produire comme le président de la République l'a annoncé, dès la sortie du confinement, qu'on puisse retourner dans les salles de spectacle, retourner dans nos cinémas, retourner chez nos libraires. Vous savez que la Comédie du Livre, qui est une manifestation phare de la métropole, va se dérouler en version numérique. Je sais, oui. Voilà. Ah oui, j'ai oublié la question sur la Comédie du Livre. Et la Comédie du Livre. En version digitale. En version digitale. Alors, sur la Croatie, est-ce que vous gardez le responsable de la culture du Monde qui avait été recruté par l'ancienne équipe ? Eh bien, son contrat, elle est sous contrat avec la métropole jusqu'à l'été prochain. Et ensuite, nous verrons si elle reste ou pas. Je vais sauter cette question. Vous l'avez sauté, non, mais elle est toujours aux responsabilités. Nous avons préparé, elle a préparé pour la métropole la comédie. Moi, c'est une situation difficile parce qu'effectivement, jusqu'à récemment, on ne savait pas si ça allait pouvoir se tenir en version normale, en version digitale. Là, nous sommes sur une version digitale 100%, avec, on l'espère, la possibilité de faire quelques séances de dédicaces et quelques sorties, mais on ne pourra pas avoir la Comédie du Livre telle qu'on l'a connue il y a 2 ans. Peut-être que ça va être déconfiné là d'ici la fin mai. Peut-être dans ce cas-là, mais c'est trop. On a besoin d'anticiper. C'est trop rapide. C'est trop rapide. Pour l'organisation, c'est impossible. Voilà, donc on va passer à la question chapeau, à moins que vous ayez envie de parler d'autre chose, là, comme ça. Non, je pense qu'on a balayé un certain nombre de sujets. C'est un peu le ménage, en ce moment, vous faites un peu le ménage à la mairie, après l'arrivée. Donc il y a eu... donc on a évoqué là tout ce qui s'est passé. Alors il y a aussi le directeur de la culture de la ville qui est parti, et puis le directeur des médiathèques.
Ça vous a pas échappé, ça? Oui, mais bien sûr que non, parce que les médiathèques, alors attendez, c'est ma question chapeau. Oui. C'est ma question chapeau. Je l'ai pas écrite sur le chapeau parce qu'on a été un peu à la bourre, là. Vous m'en excuserez. Pas de problème. La question que je voulais poser, c'est pour le recrutement là, de votre directeur de la médiathèque, est-ce que vous avez pensé à un ami du maire? Ou c'est pas la... Alors, je vais vous expliquer. Le directeur du réseau des médiathèques, d'ailleurs, je veux rendre hommage aujourd'hui à Gilles Gudin-Valrin, qui a fait un travail considérable pendant plus de 20 ans auprès des diverses équipes. J'ai la chance de l'avoir un peu côtoyé, et je veux ici lui rendre hommage pour tout le travail qu'il a fait. Il a souhaité partir en retraite, et je lui souhaite une bonne retraite, et sincèrement, je le remercie de tout ce qu'il a fait. Concernant le recrutement, c'est un recrutement national. D'accord. Donc ce recrutement est déjà... Pas amical. Absolument pas. Ce recrutement est terminé. Il est terminé. Il est terminé. Nous avons interviewé 6 candidats d'envergure nationale qui sont avec le titre de conservateur d'État. Donc c'est un poste qui est pourvu en partenariat avec le ministère de la Culture. Donc ce sont des conservateurs d'État. 6 candidats ont été interviewés. 3 ont été finalistes. Et nous avons au 1er juillet le conservateur des médiathèques de Cambrai qui arrive à Montpellier, qui a 40 ans, et qui est un jeune talent du réseau de lecture publique et sur lequel nous mettons beaucoup d'espoir, et qui arrivera le 1er juillet. C'est le copain de personne ne le connaît. Vous ne le connaissez pas non plus. Moi, j'ai fait sa connaissance à travers ce recrutement. C'est un brillant candidat qui vient de Calais. De Cambrai. Ah, excusez-moi, Cambrai, Calais. Voilà. Donc il vient, effectivement, il prendra ses fonctions le 1er juillet. C'est un super challenge pour lui parce qu'il passe d'une petite structure à une très grosse structure. Et il n'y a aucun copinage, c'est simplement au CV. Et c'est une candidature qui a été validée à la fois par la métropole et par les services de l'État. Et personne ne le connaît. Il n'est pas originaire de la région. Il vient de passer 10 ans à Cambrai. C'est un jeune, il a 40 ans. Donc on mise sur la jeunesse et l'avenir. Voilà ce que je peux vous dire. Eh bien, très bien, je vous remercie d'être venu et je vous souhaite une bonne journée. Une bonne réouverture de la culture. Je l'espère, oui. Hein? On peut dire ça comme ça? Oui, je l'espère. Je l'espère prochainement. Merci. Au revoir. Au revoir.